Contrainte de fuir Paris insurgé après avoir vainement tenté de sauver Michel de Monsalvi, Catherine se réfugie à Dijon chez son oncle. À Bruges, elle séduit le duc de Bourgogne. Un hasard lui fait porter secours au frère de Michel, Arnaud de Monsalvi, et l'amour naît entre eux. Mais, apprenant que Catherine porte le nom de l'assassin de son frère, Arnaud la chasse. La jeune fille épouse Garin de Brazais sur l'ordre du duc, mais le mariage reste blanc. Au cours d'une fête, Arnaud de Monsalvi vient défier le duc de Bourgogne au nom du roi. Vainqueur, il est blessé, et Catherine court vers lui. D'abord repoussée, elle réussit à se faire entendre, et sa victoire est proche. Quand Jean de Luxembourg vient arrêter Arnaud. Persuadée qu'elle l'a retenu sciemment, celui-ci l'insulte. Furieuse, la jeune femme s'en va demander des comptes au duc Philippe, mais il lui ordonne de l'attendre dans sa chambre. Elle l'attend toute la nuit. Au matin, quand il la rejoint, c'est pour ordonner que l'on introduise Monsalvi, qui, voyant Catherine au lit, ne doute plus qu'elle ne soit la maîtresse du duc. De retour chez elle, il lui faut essuyer la fureur injustifiée de son époux. Inquiet, le duc la fait ramener à Dijon sous escorte et retient Garin. Catherine se remet rapidement, mais un jour, son ami Ermengarde lui amène un moine, frère Étienne Charlot. C'est en fait un ancien ami de Barnabé et l'agent très actif de la reine Yolande, belle-mère du roi. Il vient demander son aide à Catherine contre la délivrance d'Arnaud prisonnier. Catherine accepte. Retourne la main sans lièvre chez le roi? Non, je vais arranger chez la reine Yolande. Ah. Quand on veut que les choses aillent vite et bien, il ne faut pas se tromper d'adresse. Alors tu es content? Après, les dévouements que l'on rencontre en Bourgogne sont sans prix. Ils promettent l'espoir de temps meilleur. Les nuages noirs courent vite ou crèvent, mais le soleil revient toujours. C'est ici qu'on se quitte, mon vieux Tino. Garde-toi bien. Bah, laisse donc faire Dieu. Je me ferai veiller sur toi et sur cette singulière dame Catherine. Allez. La paille au derrière et le feu au cul. Mais les en a de retour en France avec leurs canons, leurs munitions et leurs galons. Face blême, satané godon, on vous refera traverser la Manche. Face blême, satané godon. Mais quoi? Allez tous au diable avec les bourguignons. Don't you hear me? Be quiet! Combien de fois vous a-t-on dit, Mr. Simpson, que nous n'entendions pas l'anglais? Je disais, silence! Silence! C'est ce que ça veut dire, toi? Silence? Silence. Aucune idée. Ah, si. C'est peut-être que notre chanson lui plaît et qu'il leur demande. Alors allons-y. Face blême, satané godon, on vous refera traverser la Manche. Face blême, satané godon, allez donc au diable avec les bourguignons. On a dû se tromper, il n'en réclamait pas. Bloody Frenchman! Tête de pierre! Ah, permettez, nos têtes valent largement la vôtre. Hein. Silence! Pas parler! Oh! Que se passe-t-il donc, plaisir? Mignon, messieurs Captain. Nous étions en train de déguster votre délicieux bœuf bouilli et votre pudding excellent, en vidant un pot de votre cervoise tiède. Oui, nous chantions une délicate chanson de toile, quand Messire Simpson est rentré, l'œil bas, le front courroucé. J'ai un peu entendu votre chanson. Ce n'était pas une délicate chanson de toile. Oh, monsieur Captain! De toute façon, vous n'aurez plus de chansons à chanter dans cette prison. Vraiment? Pourquoi? Votre rançon a été payée à Mélode de Suffolk. Payé? Et payé par qui? Pas celui qui persiste à se prétendre roi de France sous le nom de Charles VII. Et qui d'autre l'est sinon lui, je vous prie?
Le seul souverain légitime est Henry VI, roi de France et d'Angleterre, sous la protection de Millot de Bedford, régent du royaume. Dieu, messire Captain, c'est pas devant moi que vous répéterez impunément ce blasphème! Assez! Pardonnez sa vivacité. L'emprisonnement, lui, a mis les nerfs à l'épreuve. Sommes-nous libres? Parfaitement, grâce à l'intervention d'une certaine dame. Ah. La reine Yolande, je suppose? Non, Dame Catherine de Brazaille, épouse du grand argentier de Bourgogne. By Joe, que lui arrive-t-il? Oh, rien, rien. La colère est son état naturel. À nous revoir bientôt, messire l'anglais. With pleasure. Goodbye. Sire de Brazaille est trop bon. Il m'annonce son prochain retour de Flandre avec Monseigneur. Et il m'envoie ce présent pour préparer sa venue. Qu'il revienne donc. Il saura enfin quelle femme il a épousée. Et quelle est ton intention? Me venger. Catherine, cet homme m'a toujours inspiré de la crainte et tu as vu que j'avais raison. Si tu l'affrontes ouvertement... Il y a 1000 façons de se venger, Sarah. Rassure-toi. Je choisirai la moins périlleuse pour moi. Noble dame, Messire Huguenin de Longchamp demande s'il peut entrer. Il semble que le sire de Longchamp demande une permission qu'il s'est déjà accordée. Alors, quelle nouvelle apporte-t-il? Ah, de bonnes nouvelles qui, j'espère, vous feront plaisir. Oh, oh, oh. J'ai reçu un message de Thiénou la flûte. Alors, je veux dire du bon moine du Mont-Beuvray. Et alors? Et alors? Le roi a payé rançon pour les capitaines retenus prisonniers par cette frépouille de Suffolk. Jean Poton de Zintraille et Arnaud de Montsalvi. Ah, il est donc libre. Oh, merci, mon Dieu. Mais pourquoi le frère Étienne ne m'a-t-il pas prévenu? Oh, pourquoi? Parce qu'un agent du roi ne peut entretenir une correspondance avec la femme du grand argentier de Bourgogne, voyons. Bien sûr, je suis folle. Et le comte de Montsalvi n'a laissé aucun message pour moi? Non. Aucun maudit. Ah, pense un peu moins à lui. Lumière de beauté, c'est le meilleur moyen pour qu'il pense un peu plus à toi. Comment penserait-il à moi, sinon pour me mépriser? Ce qu'il a vu chez Monseigneur à Amiens, je ne suis pour lui que la catin du duc de Bourgogne. Mais ce n'est même pas vrai. Je ne suis que l'épouse et l'esclave de messire Garin de Brazaille. Est-ce là le bonheur et la gloire que tu m'as prédit, Sarah? Je t'ai prédit un grand bonheur, mais au prix de grandes souffrances. Eh bien, je ne suis pas femme à les endurer en courbant les chines comme une agnelle. Et vous en aurez bientôt la preuve. Haroun Rachid, calife de Bagdad, s'était fait construire le plus bel automate du monde. Un cheval qui avait des ailes. Il lui suffisait de l'enfourcher pour se lever aussitôt, loin des soucis, de notre terre. La voilà riche, considérée, choyée. Et pourtant, je ne la sens pas heureuse. Et nous ne l'avons guère vue depuis son retour d'Amiens. Aurait-elle honte de sa pauvre mère et de son pauvre oncle? Si encore on pouvait arracher une confidence à cette bohémienne du diable qui la couvre comme sa propre fille. Ah, ma chérie. Bonjour, mon oncle. Eh bien, il faut bien des démarches pour te rencontrer depuis quelque temps. Regarde-moi. Tu n'as pas trop mauvaise mine? Pas trop bonne non plus? Le temps est à l'orage. Cette chaleur m'étouffe. C'est Dijon qui est étouffant.
La semaine prochaine, nous allons, ta mère et moi, nous installer à Marsanais pour l'été. À Marsanais? Comme j'aimerais y aller avec vous. Mais enfin, qu'est-ce qui te contrarie, mon enfant? Mais rien, maman, rien. Suis-je pas devenue la dame la plus riche de Dijon, comme vous me l'aviez annoncé? J'ai un hôtel magnifique, des toilettes superbes, des joyaux sans prix. Je vais à la cour, et Monseigneur me distingue entre toutes les dames de Bourgogne. En vérité, j'ai beau chercher, je ne vois pas ce que je pourrais encore désirer. Sinon... Sinon, de goûter le repos de Marsanais, auprès de ma mère et de mon oncle Mathieu. La maîtresse ignore sans doute que je suis ici. Peut-être, messire. Va le lui annoncer. Et dis-lui aussi que je veux la voir à l'instant. Comme vous le voyez, je suis de retour. Je pensais que le bruit de mes chevaux dans la cour vous l'avait annoncé. Tout s'est-il bien passé à Dijon, en mon absence? À Dijon, je ne sais. Mais dans cette maison, oui. En votre absence, tout se passe très bien. Il est vrai que je vous dois quelques excuses. Je suis rentré des Flandres avec Monseigneur. En chemin, il m'a fait comprendre ma méprise. Il m'a appris que vous aviez passé cette fameuse nuit d'Amiens chez lui. En tout bien, tout honneur. Je vous ai donc accusé et un peu brutalisé à tort. Encore une fois, je le regrette. Pas un instant, je n'aurais imaginé que vous étiez chez Monseigneur cette nuit-là. Je pensais à quelqu'un d'autre. Convenez qu'il y a de quoi se fâcher lorsque sa femme demeure une grande nuit hors du logis conjugal, sans la moindre explication. À la réflexion, cependant, on peut douter que le comte de Montsalvi se conduirait comme il le fait à présent s'il était prisonnier de vos charmes. Aussitôt libéré, il a fait annoncer son prochain mariage avec Isabelle de Séverac. Je tiens la nouvelle de notre bailli Damien qui est parent des Montsalvi. Les fiancés sont très pressés de se marier. Les noces auront lieu à Bourges, avant un mois. Quand on a de l'amitié pour quelqu'un comme vous, pour ce fringant capitaine, on est heureux de partager son bonheur. N'est-ce pas? Eh bien! Voilà un grand moment que je vous parle et que vous m'écoutez comme si vous n'entendiez pas une seule de mes paroles! Ou bien que vous muette! Non. Et je vous annonce ceci. J'ai résolu de ne plus vivre auprès d'un époux dont les étrangetés mettent ma raison et mes jours en danger. Dès ce soir, je pars pour Marsanais. J'y passerai tout l'été auprès de ma mère et de mon oncle.
Si vous tentez quoi que ce soit pour m'en empêcher, et si vous osez encore lever la main sur moi, Monseigneur en sera averti sur le champ. J'ai détourné de vous sa colère à Amiens. La prochaine fois, je vous jure de la précipiter. Catherine! Je songerai à la suite de notre existence dans le calme de Marsanais. Je vous ferai connaître ma décision dès que je l'aurai prise. Ah. Si vous déplacez votre fou, votre reine est en échec par ma tour, maître Gautrin. Oh, c'est ma foi vrai. Si vous déplacez votre tour, c'est votre roi qui est en échec. Impossible. Oh, mais oui, mais vous avec la tête. Attendez, je vais jouer ceci. Comme ça, je ne risque rien. Je ne partage point votre avis. Il y a un risque, même un gros. Je suis désolé de vous priver de cet archer et de mettre en échec à la fois votre roi et votre reine. Alors ça signifie qu'il faut déplacer votre roi. Oui, mais dans ce cas, alors vous allez pouvoir... Prendre votre reine, oui, en priant les dames de m'excuser. Mais où avez-vous pris tous ces tours diaboliques? Oh, le diable n'a rien à y voir. Il y a 8 siècles que nous autres Arabes avons emprunté ce jeu aux Chinois. Pensez au temps que nous avons eu à nous exercer. Si vous voulez mon opinion, votre façon de jouer est un peu trop féminine. Que voulez-vous dire? Ce que dit le poète. Femme, tu rabroues l'homme à pied, mais c'est de l'homme à cheval que vient le danger. Autrement dit, méfiez-vous des cavaliers. Oui. Ma foi, nous avons une visite. Venez donc en Afrique à présent. Catherine! Ermengarde, ma bonne amie. Ma chère, vous avez encore embelli. Mais c'est la dernière fois que je vous le dis. Je ne vais pas passer ma vie à me répéter. Je vous le défends absolument. Voici ma mère et voici mon oncle. Je pense qu'au portrait que je vous en avais tracé, vous avez reconnu la comtesse de Châteauvillain. Ma fille nous a parlé de vous, madame, comme d'une véritable amie. Ce ne sont pas les bons amis qui lui manquent. Ces deux-là sont aussi véritables, je vous le garantis. Noble dame, le poète dit: l'amour est un aigle majestueux et rapace. L'amitié est un chien modeste et généreux. Il est très bien, votre poète. Vos serviteurs ne sont pas mal non plus. Évidemment, je ne m'attendais pas à trouver de tels gens en plein cœur du pays bourguignon, mais après tout... Prenez place, je vous prie, madame la comtesse. Merci. Boirez-vous quelque chose? Nous avons d'excellents sirops de cassis. Du sirop de cassis? Oui. Pardonnez-moi, j'avais vu de fort belles vignes tout autour de la maison, bien chargées de raisins, et j'imagine toujours en contemplant votre mine fleurie. Quelle bonne idée de nous faire visite, Ermengarde. La foi, je suis passée prendre de vos nouvelles à l'hôtel de Brazé, vous n'y étiez point. J'ai rencontré au palais Messire de Longchamp, qui est aussi un véritable ami à vous. Un de plus, il m'a dit que vous étiez ici, et comme il fait une chaleur effroyable à Dijon, Alors nous aurons donc l'immense honneur de vous garder quelques jours parmi nous. Et là, je devrais repartir dès jeudi. Monseigneur célèbre dans quelques semaines le mariage de sa sœur Marguerite avec un connétable de Richemont. J'ai beaucoup à faire au palais pour préparer l'événement. La duchesse douairière est très malade. Et elle doit être sans cesse auprès d'elle. Monseigneur compte bien que tout ce qui a un nom en Bourgogne assiste aux cérémonies. Votre retraite campagnarde ne manque pas de charme. Mais vous faites une sottise. Le duc Philippe est fou de colère de ne pas vous avoir trouvé à son retour. Il faut absolument que vous rentriez pour le mariage de Marguerite. C'est Monseigneur qui vous envoie? Personne ne m'a jamais envoyé.
Quand je le juge nécessaire, je m'envoie moi-même. Jusque à quand pensez-vous rester ici? Autant de temps qu'il me plaira. Parlons crûment. Lui reprochez-vous de vous avoir trop respecté? Ou d'avoir cherché à vous perdre aux yeux du comte de Montsalvi? Il n'a pas cherché à me perdre. Il y est parvenu. Le comte de Montsalvi épouse la fille du maréchal de Sévrac. Et vous avez le mauvais cœur d'en rire. Alors, c'est le mariage de notre fier Abra qui vous a envoyé au champ avec ce visage de nonne en carême. Enfin, êtes-vous folle, Catherine? Montsalvi ne fait que son devoir en se mariant. Il lui faut perpétuer sa race. Prendre une femme et lui faire des enfants est le seul moyen connu d'y arriver. Mais moi, je l'aime. Eh bien, vous le prendrez comme amant quand cette guerre imbécile sera finie. Je vous rappelle que vous-même avez un mari et qui n'a pas l'air décidé à jouer les courants d'air. Vos côtes en savent quelque chose. Tournez votre énergie vers les amours secrètes et défendues. Elles sont tellement plus excitantes que le pot-au-feu conjugal. Oh, Ermengarde. Quoi? Oh, Ermengarde, oh. Pour Montsalvi, attendez que l'occasion se représente. Pour l'instant, c'est le duc Philippe qui vous aime. Il est jeune, beau à sa manière, charmant quand il le veut, tout puissant dans cette partie de l'univers et veuf. Encore une fois, pensez-y bien. La dame de Presles, sa maîtresse en titre, est de retour à Dijon. Grand bien lui fasse. C'est une intrigante qui s'est mise en tête de devenir duchesse de Bourgogne. Tant mieux pour elle. Et tant pis pour lui. Et tant pis pour nous. Elle est toute acquise aux Anglais. Si elle parvient à ses fins, jamais France et Bourgogne ne se rejoindront. Vous rentrerez à Dijon pour le mariage de Marguerite Catherine de Brazais. C'est la France qui vous appelle à son secours. Allez, rentrons. J'ai une faim à dévorer le troupeau et la bergère avec. Monseigneur! Monseigneur! Oh, revenez à vous, je vous en supplie. C'est vous? Oh! 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 Vous avez la main lourde. Sans mon chaperon, mon crâne se serait ouvert comme une noix. Oh oui, je suis confuse. Je vous ai pris pour un espion. Que faites-vous dans ce jardin à cette heure indue? Il fait si chaud. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Et vous êtes sorti. Prendre l'air. J'ai eu la même idée que vous à Dijon. J'ai fait sceller un cheval et je suis venu vous rendre visite. Puisque vous me fuyez.
Non. Interdit de bouger. Vous avez assommé votre prince à coups de bâton. Votre condamnation est immédiate et sans appel. Vous êtes ma prisonnière. Monseigneur, mais... Ah, que faites-vous? Chaussures. Je me mets à l'abri des regards indiscrets. Imaginez que quelqu'un de votre maisonnée prenne aussi l'air du jardin. Que direz-vous? Asseyons-nous ici tranquillement. À présent, dites-moi pourquoi vous m'avez fui à mon retour à Dijon. Ce n'est pas vous que j'ai voulu fuir. C'est Messire Garin. Il m'est impossible de continuer à vivre auprès d'un homme assez jaloux pour me tuer. Et qui, cependant... Cependant, a conclu cet odieux marché avec vous, en m'épousant. Je n'ai passé aucun marché avec Garin de Brazais. J'ai ordonné à un serviteur d'épouser une jeune fille admirablement belle, dont j'espérais me faire aimer. Je ne lui ai jamais avoué cette espérance. Je voulais vous voir riche et noble, et sans crime. Mais vous lui avez interdit de faire de moi sa femme? Que voulez-vous dire? C'est assez clair, il me semble. Je ne suis dame de Brazais que de nom. Messire Garin ne m'a jamais touchée. Est-ce qu'il n'obéissait pas à vos ordres? Je vous donne ma parole de chevalier que non. Mais alors qu'est-ce que cela signifie? Je l'ignore. Votre tête vous fait encore mal? Il s'agit bien de ma tête à présent. C'est mon cœur qui souffre. Il n'y a que vous qui puissiez apaiser cette souffrance. Que faut-il faire? Tu le demandes, ma douce amie. Je ne veux rien prendre de toi. Ce que je recevrai, c'est toi qui me l'auras donné. Si tu refuses, je serai triste. Très triste. Inconsolable. Dois-je partir? Depuis le premier jour où je t'ai vu à Bruges, j'imaginais cette rencontre. Je voulais un décor de rêve. J'imaginais le faste de mon palais, toutes les fleurs de mes provinces, jonchant le sol de notre chambre. Et nous voici dans un jardin de Vignon. Quel triste amant je fais. Triste? Oh non. Tu m'as donné plus de joie que dans toute ma vie passée. Et dis-moi, lequel de tes palais est plus beau et plus vaste que le ciel? Et quel bonheur peut se comparer au mien? Assommer le duc de Bourgogne avant de faire l'amour avec lui.
Veille sur ta maîtresse, fille de Bohème. Le poète dit, l'amour est un trait de foudre qui rend sourd et aveugle. Le danger marche près de l'amoureux qui ne l'entend ni le voit. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Dites à Monseigneur que sa servante ne mérite pas d'être l'objet d'une attention si extraordinaire. Cependant, je ne manquerai pas de porter cette parure au mariage auquel il a bien voulu me convier. Elle sera la preuve de ma reconnaissance. Je partirai pour Marsanais dès que les cérémonies seront terminées. Tu reconnais celui-là? Non. Qui est-ce? L'évêque de Beauvais. Cette crapule de Bedford, soi-disant régent du royaume, l'a nommé grand aumônier de France. Bel avancement pour un homme qui n'était que recteur de l'Académie de Paris il n'y a pas 10 ans. Cochon. Ça paye la trahison. Du moins pour un temps. Messire Saint-Rémy, je vous prie. Madame, Connaissez-vous ce gros évêque là-bas? qui oserait ne pas connaître le grand aumônier de France? Moi. Voulez-vous me présenter à lui? Dame Catherine! Je me permets d'insister, je voudrais saluer le grand aumônier. Rien n'est plus facile. Monseigneur, Dame Catherine de Brazais sollicite l'honneur de baiser l'anneau de votre révérence. Nous voyons heureux de vous rencontrer, madame. Nous apprécions beaucoup votre mari, qui est un remarquable homme de finance. Il nous a souvent parlé de vous, et je vois qu'on ne nous avait pas trompés. Même un prêtre doit s'incliner devant tant de grâce et de beauté. Votre révérence est trop bonne. Plût à Dieu que je l'ai toujours trouvé bien disposé à mon endroit. Nous nous connaissons donc. En effet. Messire, votre père était sans doute un des grands serviteurs de feu, le duc Jean, notre maître révéré et notre ami. Non. Mon père n'était pas de l'entourage de gens sans peur. Oh, vous l'avez rencontré dans des circonstances étranges. Oui, vous marchiez avec les bouchers de Paris en révolte contre le roi il y a quelques années. Vous et votre ami Caboche avez fait pendre Guillaume Jean Le Goy, orfèvre sur le pont au Change. Ce malheureux avait commis un crime à vos yeux. Il était resté fidèle à sa parole jurée au roi Charles VI. C'était mon père. Vous seriez donc la petite Catherine Le Goy? Eh bien, vous avez bien changé. Qui aurait pu prédire que je vous retrouverais à la cour du duc Philippe après tout ce temps? Eh bien, figurez-vous que je suis très heureux de vous retrouver, madame. Non, vraiment? Vraiment. Car la mort de votre père a été pour moi un événement très pénible et dont le souvenir ne m'a jamais quitté. Alors, pourquoi ne pas avoir empêché cette mort affreuse? Parce que les assassins ne m'en ont pas averti, tout simplement. Au reste, voulez-vous que je sois très franc avec vous, puisque vous l'êtes avec moi? J'avais choisi un parti que j'estimais juste et légitime, et qu'il a prouvé depuis en triomphant. Votre père s'opposait à nos desseins. Aurais-je pu le sauver? Je ne sais si je l'aurais fait. Les temps n'étaient pas au demi-mesure. Votre révérence a raison. Voilà qui est parlé franchement. Puis-je me permettre une question? Je crois que vous ne m'aimez guère. Pourquoi vouliez-vous donc me parler en ce jour de liesse? Je voulais vous rappeler mon existence. Et vous remercier aussi d'avoir permis la mort brutale de mon père.
Vous lui avez épargné la douleur de voir un Anglais régner à Paris. Ricis règne par droit de naissance et par héritage royal. Né d'une fille de France et choisi par ses grands-parents, il est notre seul souverain. Le bâtard de Bourges n'est qu'un aventurier. Il est certain que le roi Charles VII ne fera jamais de vous son grand aumônier. L'anglais est moins difficile. Madame de Braset, je crois que vous abusez de notre patience. Eh bien, ma douce amie, je vous savais dévoué à l'Église, mais pas au point d'attirer Monseigneur de Beauvais dans vos filets. Monseigneur, souffrez que je vous fasse un aveu. Madame de Braset m'apparaît comme la personne la plus intéressante de cette assemblée, pourtant choisie. Et je suis persuadé qu'elle me laissera un souvenir indélébile. Vive Dieu, Seigneur évêque, ménagez vos paroles, on pourrait vous croire oublié de la robe que vous portez. Sans rire, amour de ma vie. Tu connais ce gros chien mitré dont Bedford a fait son bulldog? N'avons-nous pas traversé ensemble certains événements à Paris? Je lui ai rappelé cette époque qu'il voulait oublier. Il serait temps que tu l'oublies toi aussi. Comment le pourrais-je quand je me trouve nez à nez avec un Pierre Cochon au milieu de ton palais? Comment le grand-duc d'Occident peut-il user des services d'un tel scélérat? Vois-tu, quand on est prince souverain, on apprend très tôt à parler plusieurs langues, mais à jouer de toutes sortes d'instruments. Bon, allez, souris-moi. Allons ouvrir le bal. Allons, souris-moi. Sinon, je te prends dans mes bras et je pose mes lèvres sur les tiennes devant tout le monde. M'as-tu apporté ce que je t'avais demandé? Voici. Je l'ai coupé pendant son sommeil, près de l'oreille gauche, comme tu me l'avais ordonné. C'est bien. Esprit de Zoroastre, maître du passé, me parle par les voies du feu, son divin conducteur. Le destin de ta maîtresse, fille de Bohême, c'est de traverser la nuit pour aller vers le soleil, comme le fait la terre, notre mère. Elle l'atteindra. Mais il lui faudra un courage plus grand qu'aucune femme n'en connaît jamais. Les morts sont étendus sur les bords de sa route, comme les hôtels de feu qui jalonnent les montagnes perses. Elle pourra devenir princesse. Mais il lui faudra tout rejeter s'il veut vraiment connaître le bonheur. Mais le bonheur, le connaîtra-t-elle? Oui, mais chose étrange. Elle connaîtra le bonheur lorsqu'elle aura vu un ange quitter la terre au milieu des flammes et de la fumée. J'ai vu cet ange avec elle, moi aussi. Il monte vers le ciel. Des cris et des sanglots le suivent. Oh! Il a disparu. C'est tout ce que je puis distinguer. Il faudra t'en satisfaire. Messire Rabou! Messire Rabou! C'est la voix du maître. Messire Rabou! Messire Rabou, venez vite. Dame Catherine a perdu connaissance en rentrant au palais. Je ne parviens pas à la ranimer.
Comment cela s'est-il passé? Nous sommes restés tard au bal de Monseigneur. Trop tard, elle a trop dansé. Elle a d'abord eu une faiblesse, puis elle a demandé au duc la permission de se retirer. Nous sommes rentrés ici et elle est tombée sans connaissance, à peine la porte franchie. Elle revient à elle. Ça va? Encore quelques gouttes. Je pourrais pas. Mais si. Cette liqueur rappelle à ton cerveau le sang qu'il a quitté. Viens. Il faut boire. Voilà. Là. Oh mon Dieu, Catherine! Aide-la à se mettre au lit. Amène-la dans sa chambre. Va. Je viendrai la voir dans un moment. Je veux savoir la vérité sur son mal. La vérité? Ma foi, je crois que la vérité d'Anne-Catherine est debout depuis l'aube, qu'elle a assisté à une cérémonie fort longue, à un festin de noces interminable, à un bal qui a duré la moitié de la nuit, qu'elle soit épuisée n'a rien qui doive choquer la raison. Mais vous me ridoyez, messire. Parce que tu mens. Moi? Son mal. Tu l'as vu aussitôt, car il n'y a pas à se tromper. Elle attend un enfant. Elle? Oh, quelle idée. Si tu es sûr qu'elle n'attend pas d'enfant, jure-le, par Mahomet. Vraiment, vous allez me briser le bras? Jure! Non, je ne jurerai pas. Je ne jurerai pas parce qu'Allah a puni les croyants qui jurent sur des sujets vraiment de peu d'importance. Je vous crois, Messire Abou. Veuillez pardonner ma véhémence. Je suis fait ainsi. Inutile de tirer sur votre chaîne. Elle est très solide et bien scellée. Charmante résidence, n'est-ce pas? Un peu humide, un peu fraîche. Mais il faut faire selon ses moyens. Et où m'avez-vous amené? Qu'est-ce que signifient ces vêtements? Vu l'état des lieux, ils conviennent parfaitement. Pour le reste, sachez que nul ne viendra vous chercher ici. Vous pouvez hurler tout à votre aise. Le premier être humain vit à un quart de lieue. Je dis le premier être humain, car ceux-ci sont plutôt des bêtes, du genre féroce. Celui-ci s'appelle Pochard, et celui-là Fagot. Je les ai choisis en fonction de leur belle apparence et de leurs aptitudes. Ils me sont très dévoués. Je suis sûr qu'ils exécuteront mes ordres à la lettre. Quels ordres? Mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi m'avez-vous conduit ici? Pour subir votre châtiment. Mon châtiment, mais que vous ai-je donc fait? Vous portez un enfant de votre amant.
Et moi, je ne veux pas donner mon nom à un bâtard, fût-il issu du grand-duc d'Occident. Vous resterez donc ici, jusqu'à la naissance, et nous ferons cadeau du nouveau-né à la rivière voisine, ou à des bohémiens. D'ici là, mes 2 dogs ont tout pouvoir sur vous. Mais vous êtes fou. Croyez-le si vous voulez, j'ai ma propre opinion. Et pensez-vous donc que personne ne s'inquiétera de moi, Monseigneur? Si Monseigneur s'inquiète, je saurai le rassurer. Il part dans une quinzaine pour Paris, où il restera jusqu'à l'hiver. À son retour, tout sera terminé. Je lui raconterai ce que vous m'avez fait endurer. Il m'aime, il tient à moi. Quand vous aurez subi les caprices de Pochard et de Fagot durant quelques mois, je doute que le duc de Bourgogne tienne encore à vous. Monseigneur n'aime que ce qui est frais, délicat, parfumé. Toute qualité que vous allez perdre pour toujours, ma chère, il faut vous y résigner. C'est impossible. J'ai accepté de vous épouser. De partager votre lit. Je me suis offerte à vous. C'est vous qui m'avez dédaigné, repoussé, battu. Et jeté enfin dans les bras de votre maître. Mais que signifie une vengeance aussi effroyable, puisque c'est vous qui êtes la cause de tout? Taisez-vous! Je vous hais, catin! J'ai souffert 1000 morts depuis notre mariage. Je n'endurerai pas un nouvel affront. En acceptant de vous épouser, j'ai préjugé de mes forces. À présent, je connais mon erreur. Et c'est vous qui paierez. Je n'aurai plus votre insolente beauté sous les yeux, votre corps impudique. Priez Dieu qu'il ait la bonté de vous ôter la raison ou la vie. Belle femme pour moi. Ne me touchez pas! Mauvaise putain. Pas manger tant que Fagot aura pas son plaisir. Ah, messire de Brazet, je suis heureux de vous trouver enfin. Qu'y a-t-il? Depuis ce matin, monseigneur vous fait chercher à travers toute la ville. Il veut vous voir de toute urgence. À votre place, je ne le ferai pas attendre davantage. Notre duc est d'une humeur de chien.